Bonjour, bienvenue. C'est parti pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on parle de ces vents contraires qui soufflent sur les investissements durables. Bonjour Christophe. Bonjour David. Christophe Tardy, directeur général de Morningstar. On a cet essor de la gestion durable qui est une réalité maintenant depuis plusieurs années. On a des fonds ISR qui collectent toujours beaucoup, toujours très fort. Est-ce que c'est parti pour durer ? Alors, pour revenir d'abord sur les chiffres, oui, on a un attrait très important de l'investissement durable. Juste un point, parce que c'est important, en 2022, les fonds qui n'étaient pas durables n'ont pas collecté. Ouais. Donc ils ont perdu au contraire quasiment 300 milliards de dollars. Je parle d'un environnement global. Et au contraire, les fonds durables ont collecté 150 milliards à peu près sur l'année 2022. Donc on a un vrai attrait de la gestion durable et qui représente aujourd'hui 2500 milliards de dollars au niveau global. Et c'est très européen, 83% de ces 2500, c'est en Europe. Et on va dire que 50%, si on prend les articles 8, 9, 50% des encours, un peu plus 55, sont maintenant durables en Europe. Voilà, donc il y a toujours cette appétence qui est très forte, notamment en Europe. Voilà. Le différentiel entre collecte et décollecte est absolument colossal en faveur des fonds durables. Donc il y a toujours cet attrait, il est là. Et pourtant, on va en parler aussi, il y a des vents contraires. Il y a des vents contraires. Il y a des vents contraires. Donc le premier vent contraire, c'est un vent politique. Ça, c'est surtout aux États-Unis. Ah bah oui, c'est pas chez nous ça. Ça pourrait le devenir, mais c'est surtout aux États-Unis. Ouais. Donc on a tous entendu que l'État de Floride, et donc son gouverneur républicain Ron DeSantis, avait retiré 2 milliards de gestion auprès de l'entreprise BlackRock, justement parce qu'il reproche à BlackRock de suivre des processus ESG plutôt que de favoriser la performance. Donc on voit qu'il y a un ouragan de critiques aux États-Unis contre l'ESG. Alors quelquefois c'est même du complotisme, donc on va dire c'est pas souvent rationnel, mais en tout cas c'est un vent qui existe. Est-ce que ça va toucher d'autres sociétés? Oui, on a vu que Vanguard s'était retiré de l'Alliance pour le climat. Donc là, c'est plutôt une précaution pour éviter justement d'avoir à subir des problèmes avec les investisseurs et notamment les États républicains. Il y en a 6 déjà qui suivent l'exemple de la Floride. En revanche, 2 milliards par rapport au... J'allais vous le dire, par exemple, ce n'est pas une menace très sérieuse, puisqu'on se dit 2 milliards, c'est quoi? C'est 10 000 milliards BlackRock? Alors, c'était 10 000 milliards en début d'année, c'est 8 000 milliards maintenant, ou en fin d'année 2022. Ouais. Donc, ça représente un peu plus de 0,02% des encours. Et comme on le voit, je pense que BlackRock a au contraire attiré beaucoup d'argent parce qu'il avait des fonds ESG. Donc, finalement, ils n'ont aucun intérêt à arrêter l'ESG. Ouais. Bon, c'est un sujet plutôt américain, mais ça, c'est plutôt américain. Bon, les autres menaces, qu'est-ce qu'on a alors? Alors, on a... En Europe, pour le coup, parce qu'on a tout le sujet de la sécurité énergétique. Alors ça, c'est aussi un vrai sujet, parce que l'essor de l'ESG, en fait, il vient d'une part de la volonté des investisseurs d'investir vert, mais il vient aussi d'une poussée due à la réglementation. Puisque c'est la réglementation va pousser les investisseurs à investir de façon durable. Si aujourd'hui la volonté des États, elle est de favoriser, de mettre en priorité la sécurité énergétique, on va avoir des évolutions au niveau de la réglementation. On peut prendre l'exemple en France, de toute façon, on voit le nucléaire qui devient de nouveau éligible à la taxonomie. Alors c'est un peu compliqué, on verra, il y a plein de termes un peu compliqués dans l'ESG, mais donc il devient éligible à la taxonomie. Donc en fait une évolution qui pourrait se faire au détriment de l'ESG, mais je pense que c'est assez, là encore anecdotique et peut-être à très court terme, et les réglementations à long terme vont toujours pousser vers l'ESG. Tout que les Européens veulent mettre le paquet, justement en matière de renouvelables, de solaire, d'éolien, même si à court terme, il y a une question de sécurité énergétique pour pouvoir accéder à l'énergie. On le comprend, on a envie de se chauffer, on a envie de rouler, on a envie de pouvoir vivre tout simplement. Donc il faut faire coexister les deux temporalités, à la fois de court terme, de sécurité, et de transition énergétique à moyen long terme, même s'il y a urgence. Autre menace, on en parle souvent, mais elle est toujours là, le greenwashing, encore une fois, des mauvaises pratiques, notamment marketing, qui font parfois tache d'huile ou qui nuisent à la cause. Alors, le greenwashing, qu'est-ce que c'est? C'est prétendre qu'on fait de l'investissement durable
et en fait, on ne le fait pas. Donc ça touche aussi bien les sociétés de gestion que... Enfin, on le fait pas ou on le fait de manière homéopathique et diluée. On peut, oui. En tout cas, il n'y a pas un engagement important sur l'ESG. Donc, en quoi c'est une menace pour l'investissement? Alors, d'abord, c'est une menace en premier pour les investisseurs qui peuvent ne pas croire ce qu'on leur dise. Et donc, du coup, ils se retirer en disant mais non, moi ça ne veut rien dire tout ça. Et puis aussi, au-delà d'un risque de réputation, puisque c'est, je dirais, le premier risque pour une société qui fait du greenwashing, il y a maintenant un risque même juridique. On a vu DWS qui a été perquisitionné. Filiale de gestion d'actifs de la Deutsche Bank. Merci, merci David. Donc, qui a été perquisitionné, je crois que c'est au mois de juin cette année. Donc, on a vraiment maintenant, on envoie la police maintenant. Donc, on est à un niveau supplémentaire. Et du coup, on voit que cette fois-ci, ce sont les acteurs de la gestion qui vont dire « Ouh là là, je vais peut-être revenir un peu en arrière ». Et c'est ce qui se passe avec les articles 8 et 9 de la réglementation SFDR. Donc, SFDR, réglementation européenne, qui est pour but... comme je vais le dire rapidement, pour but de donner plus d'informations aux investisseurs sur les fonds. Et donc, du coup, il y a les articles 8 et article 9. Article 9 qui sont les fonds les plus verts, ou en tout cas les plus engagés, les plus durables. Et les fonds article 8 qui sont les fonds intermédiaires par rapport aux articles 6 qui ne sont pas du tout engagés dans un processus durable. Et donc, on a vu que depuis septembre 2022 qu'il y a à peu près 310-315 fonds en Europe qui sont passés de l'article 9 à l'article 8, donc qui ont rétrogradé dans cette classification. Et cette fois-ci, ce n'est pas anecdotique parce que ça représente 40% des encours des articles 9, donc 170 milliards. C'est pour ne pas être, on va dire, c'est pour rattraper par la patrouille. C'est ça, rattraper ce que je veux dire, rattraper par la patrouille, c'est ça. Donc exactement. Donc après, c'est toujours vertueux. Moi, je trouve que c'est positif, c'est-à-dire qu'on va avoir là encore une réglementation, et on l'a vu l'AMF ces derniers jours, qui veut aller plus loin par exemple dans les noms des fonds. Donc ceux qui pourront utiliser le terme ISR, le terme ESG, le terme durable, devront vraiment répondre à un cahier des charges important. C'est un vent contraire, et en même temps, c'est une opportunité aussi de clarifier un peu les choses, de clarifier les bons élèves des moins bons. Et exactement, et en plus, je dirais, c'est le reporting qui a été mis en place maintenant, puisqu'au début, c'était « je déclare mes fonds », et maintenant, donc, on voit ce qu'ils doivent déclarer. Donc, ces déclarations vont provoquer, je dirais, des retours en arrière, et donc c'est plutôt positif. Bon, après, je ne sais pas si c'est un vent contraire, mais pour le commun des mortels, pour l'investisseur, pour l'épargnant, pas facile de s'y retrouver entre les labels, les appellations, les méthodologies. Bon, après, c'est quelque chose de naissant qui doit se structurer aussi. C'est tout à fait ça. On est au début d'une normalisation, d'une harmonisation de toutes ces normes. Il y a un jargon que je pourrais utiliser, ODD, PAI, taxonomie, quelque chose que l'investisseur ne comprend pas, même l'investisseur professionnel. On espère qu'ils le comprennent, mais en tout cas, il faut se pencher dessus, il faut une formation pour comprendre ce que ça veut dire. Donc on a tout un jargon qui est difficile et qui vient je dirais, c'est contraire à l'objet de la réglementation qui est plus de transparence, plus de simplicité. Donc je pense que c'est un peu comme les normes financières, ça va s'harmoniser, on va pouvoir avoir des informations plus claires. Il y a quelques années, on avait, pour lire un bilan, plusieurs interprétations. Aujourd'hui, c'est simple, c'est une interprétation unique. Donc on va, je pense, arriver vers... Je dirais ça va être plus vertueux, je dirais, toutes ces informations. Et puis, bien sûr, il y a les méthodologies différentes qui sont toujours à prendre en compte auprès des agences de notation extra-financière. Mais en tout cas, ça permet aussi, lorsqu'on fait confiance à une agence donc comme Sustainalytics, qui fait partie de Morningstar, d'avoir toujours une unicité de méthodologie sur l'ensemble des valeurs suivies. Christophe, dans les vents contraires, il y a eu des vents porteurs en termes de performance pendant plusieurs années, avec des fonds ESG qui surperformaient, qui faisaient mieux, qui battaient les fonds dits classiques. Et puis, il y a eu inversion de tendance sur 2022, où c'était le contraire. Alors, on peut prendre un indice pour démontrer ces performances et contre-performances. Donc, je vais prendre le Morningstar Eurozone, donc, qui prend en compte les actions de la zone Eurozone, et son équivalent ESG. Et donc, je prends mes chiffres. On a eu, en 2020, on a eu 9%
pour l'indice basique de base, donc non ESG, et au contraire 14%. Donc 5 points de, 5 points de surperformance pour l'ESG. Okay. En 2021, 3 points simplement, ce qui est énorme quand même, entre 14 et 17%, donc une très bonne année 2021. Et 2022, au contraire, on a moins 2%. Et dans le rouge. Et dans le rouge, moins 17 pour la partie basique, moins 19 pour la partie... Donc 2 points. 2 points en défaveur. 2 points de moins. Et ça s'explique surtout parce que par une analyse sectorielle, oui. Plus que la crise énergétique, en fait, on peut mettre... Il y a des secteurs qui sont plus ESG que d'autres, plus vertueux que d'autres, plus durables. Les techs, la communication, par exemple, est un secteur plus vertueux. Donc en 2020-2021, avec la crise du Covid, un boom sur ces secteurs. Au contraire, en 2022, avec la guerre en Ukraine, l'énergie... Et la remontée des taux d'intérêt qui ont impacté plus les valeurs tech. Donc, exactement. Donc les valeurs et puis l'armement aussi, donc il n'y a pas que l'énergie. Mais si je prends l'énergie par rapport aux télécommunications, donc toujours des indices Morningstar sur ces deux secteurs en Europe, 2020, l'énergie faisait moins 27 quand les tech et communications faisaient plus 16. Donc là, on a 43% de différence, 43% sur une année. 2021, c'est beaucoup plus similaire. 23 pour la partie énergie et plus 20% sur la partie... Et là, ça se renverse complètement. Et là, complètement, on a 26% de croissance positive pour l'énergie en 2022 contre moins 27 pour la partie tech et communication, donc sur l'année 2022. Donc on voit bien que... Énergie, encore une fois, c'est la crise, la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine. Qui a fait flamber les cours de l'énergie. Voilà, donc tout à fait. Donc c'est plutôt une approche sectorielle. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que une société qui veut être plus vertueuse va devoir investir, va devoir payer mieux ses salariés, va devoir intégrer, je dirais, dépenser un peu plus. Et donc peut-être que aussi en dehors des secteurs, à court terme, ça peut avoir une incidence sur ses résultats et son cours de bourse. Mais c'est un peu comme ce que j'aime bien prendre cet exemple que j'ai déjà pris une fois. C'est un peu comme quand vous investissez dans de nouvelles fenêtres. Au début, ça vous coûte cher. Après, ça rapporte. Mais après, ça rapporte. À travers des économies. Ça vous fait faire des économies. Bon, Christophe, pour se quitter, on se dit quoi? On se dit qu'il y a des vents contraires, mais il y a toujours beaucoup d'attrait auprès des investisseurs. Est-ce qu'ils sont des vents contraires sont aussi source quelque part, pas d'opportunités, mais de changements dans les pratiques, dans les méthodes et aussi... Alors, je pense que les vents contraires sont dus d'abord à la guerre en Ukraine, mais je pense qu'à moyen terme, ils vont beaucoup diminuer, et moi je crois beaucoup au développement de l'ESG, et je crois beaucoup à l'harmonisation aussi des pratiques. Et je pense peut-être que ces vents contraires vont avoir un effet, pour répondre à votre question, sur cette harmonisation des informations. Crucial, capital. Mais en tout cas, je suis persuadé que l'ESG a un avenir certain et que les performances de ces investissements seront à moyen ou long terme toujours très positives. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup. J'espère que j'aurai raison. Explication signée Christophe Tardy, directeur général de Morningstar. Merci beaucoup. Merci David. Ça vaut le coup revient la semaine prochaine sur Boursorama.